Je m'appelle Frédéric Cupin, je suis professeur donc à Polytechnique Montréal en cybersécurité. Et donc le titre de ma présentation s'intitule Protection des données, peut-on gagner la partie? Donc je vais commencer par un premier nombre. Ce premier nombre, c'est 175 zeta-octets. Alors qu'est-ce que c'est que ce 175? En fait, c'est la datasphère mondiale, c'est le volume actuellement, enfin pas actuellement, à l'horizon 2025, c'est l'ensemble des données qui seront produites au niveau mondial. Donc un zeta-octet, peut-être que ça vous parle pas. Un zeta-octet, c'est en fait 1 milliard de téraoctets. Donc un téraoctet, ça se ramène à des dimensions qu'on a plus l'habitude. Un téraoctet, c'est à peu près la dimension aujourd'hui d'un bon disque dur. Et donc, si on ramène ça par individu, ça veut dire qu'en moyenne, chaque habitant de la planète stocke en moyenne 20 téraoctets, ce qui est tout à fait considérable. Bon, présenté comme ça veut pas dire grand-chose, mais si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'aujourd'hui, la part des données produites au niveau mondial est en grande majorité produites par les entreprises. Et ça va aller en augmentant, hein, puisqu'on va passer à une part de 70%, enfin c'est les estimations en 2025. Alors pourquoi cette augmentation? Un facteur important, c'est lié aux objets connectés. Hein, comme vous le savez, notre monde est de plus en plus connecté via ces objets. Et on estime qu'en 2025, il y aura 150 milliards d'objets connectés. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que ces objets vont produire beaucoup de données. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on va aller de plus en plus vers une utilisation des données en temps réel, comme le montre l'évolution présentée dans le schéma de cette diapositive. Alors, en termes de sécurité et de protection des données, c'est important de constater que, en fait, ces données naturellement sont produites ont des sources variées, mais en termes d'enjeux de protection, les enjeux sont pas les mêmes suivant qu'on raisonne au niveau des usagers, au niveau des entreprises ou plus globalement au niveau de notre société. Au niveau des usagers, les enjeux prioritaires, c'est notre identité. Naturellement, c'est un enjeu important. Notre vie privée. Et lié à ces deux dimensions, il y a le consentement. Si on raisonne au niveau des entreprises, les enjeux sont quand même très différents. Pour l'entreprise, ça va être probablement en priorité sa propriété intellectuelle, son image de marque et aussi de plus en plus des enjeux liés au sabotage des données qui peuvent avoir des conséquences pour l'entreprise. Et puis au niveau société, là aussi les enjeux sont très différents. La préoccupation, ça va plutôt en termes de désinformation, de manipulation aussi en lien avec les données et plus concrètement tout ce qui est en lien avec les fake news et notamment les deepfakes qui sont l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire automatiquement les fake news. C'est important de noter qu'aujourd'hui, en termes d'utilisation et de production des données, il n'y a pas vraiment de séparation entre ces données d'entreprise et puis les données à caractère personnel. Je dirais qu'il y a une forte imbrication entre les deux. Au niveau des entreprises, c'est aussi important de voir l'évolution. On part d'une situation où les données étaient essentiellement utilisées par les systèmes d'information, ce qu'on appelle les technologies de l'information, où les priorités en termes de protection des données étaient très liées à la confidentialité de ces données. C'est ce qu'on considère en général, c'est que dans le contexte des systèmes d'information, c'est la confidentialité qui est prioritaire, puis viennent ensuite l'intégrité et la disponibilité, qui sont les trois grandes propriétés de sécurité qu'on essaye d'assurer par rapport à ces données. Et puis avec l'évolution justement liée aux objets connectés, de plus en plus on a des données utilisées par les systèmes industriels. Et ces systèmes industriels, en termes de priorité, la préoccupation première aujourd'hui, c'est la disponibilité. Ça a quelques conséquences dans la mesure où, au bout du compte, comme la priorité c'est la disponibilité, l'usage que font les systèmes industriels des données qui sont collectées est très largement non protégé, notamment par rapport à la confidentialité qui devient quelque chose de beaucoup moins prioritaire. Alors c'est très préoccupant parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ces deux domaines des technologies de l'information et puis ce qu'on appelle les technologies opérationnelles, les systèmes industriels, sont très
imbriqués. Il y a une très forte convergence entre ces deux domaines. Alors, une fois passée cette introduction, ce dont je vais vous parler, c'est en fait quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui par rapport à la protection des données. Alors, il y a beaucoup de solutions possibles. Je vais essentiellement en examiner deux. La première, c'est la cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est très intéressant, à la fois pour l'intégrité et puis aussi pour la confidentialité, comme vous le savez probablement. Alors, ce sont des techniques différentes. Hein. Pour l'intégrité, on va utiliser essentiellement de la signature électronique. Et donc ça permet d'avoir des propriétés de sécurité intéressantes, notamment en termes d'authenticité des données. Pour la confidentialité, bon, vous connaissez probablement, ou en tout cas vous en avez entendu parler, des techniques de chiffrement. L'inconvénient de ces techniques de chiffrement, c'est notamment en termes d'utilité des données. Parce qu'une fois qu'on a chiffré des données, si on n'a pas la clé, naturellement, on n'a aucune information sur ces données chiffrées. Alors, il y a des solutions qui existent, hein, sur lesquelles la recherche travaille, qui permettent en fait de faire des applications, des calculs sur ces données chiffrées sans avoir à la déchiffrer. Essentiellement, il y a deux grandes approches, hein, le chiffrement cherchable, qui permet en gros de retrouver des mots-clés dans des données sans avoir à déchiffrer ces données, et puis le chiffrement homomorphe, qui permet de faire des opérations arithmétiques, addition, multiplication, là aussi sur des données sans avoir à la déchiffrer. Ça, c'est très intéressant, mais c'est quand même des solutions coûteuses, et en termes de partage des données, c'est pas non plus des solutions qui sont complètement parfaites par rapport à ce qu'on souhaite en termes de partage des données. Donc la deuxième solution que je vais discuter, c'est l'anonymisation, qui elles sont typiquement orientées vers justement comment partager les données de façon sécurisée, avec deux grands objectifs. Le premier qui est de rendre impossible la réidentification. Donc ça, c'est un enjeu en termes de vie privée très important. Hein, très souvent, on est prêt à partager nos données, mais on veut pas que ces données nous permettent de nous réidentifier. Puis le deuxième grand objectif, c'est de rendre impossible l'inférence. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au risque de réidentification? C'est que on ne veut pas non plus qu'on arrive à reconnaître qu'on appartient à un groupe d'individus. Par exemple, un groupe d'individus qui a une certaine maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas et que veut aussi assurer les techniques d'anonymisation. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'anonymisation, c'est différent de ce qu'on appelle habituellement la pseudonymisation, qui consiste en gros à remplacer nos identifiants par des pseudonymes, notre nom, notre prénom, notre numéro d'assuré social. Tout ça, on va pouvoir les pseudonymiser, mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est ce qui est illustré sur cette diapositive. Hein. C'est un cas bien connu d'un sénateur américain du Massachusetts qui voulait rendre publiques certaines données médicales une fois pseudonymisées. Et puis, naturellement, ce qu'ont montré les gens, c'est qu'à partir de quelques informations non pseudonymisées sur l'individu, on pouvait remonter et réidentifier la personne. Ce qui a été d'ailleurs fait, puisque le sénateur faisait partie du jeu de données. La première attaque a été de montrer qu'on arrivait à réidentifier les données médicales du sénateur. Donc ça, c'est important. Hein, la pseudonymisation, c'est quelque chose auquel on peut passer, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Alors, l'anonymisation, je vais essayer de dire quelques mots rapidement sur en quoi ça consiste, mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours un compromis entre la sécurité, la protection qu'on veut avoir dans ces données, et puis préserver l'utilité qu'on va vouloir, l'utilisation qu'on va vouloir faire de ces données. D'accord, c'est un peu le problème que j'ai évoqué avec le chiffrement, c'est qu'en termes de chiffrement, on a une très bonne sécurité, mais on perd complètement l'utilité des données. Hein, donc l'idée de base, c'est que plus on anonymise les données, malheureusement, plus on perd de leur utilité. Alors, quand on parle d'anonymisation, en fait, c'est pas une seule technique, mais il y a beaucoup de techniques différentes qu'on peut envisager, que j'ai essayé de classifier en trois grandes catégories. La première, c'est la généralisation, d'accord. En gros, je remplace ma date de naissance par mon âge, hein, c'est une forme de généralisation. Quelque chose que j'ai eu du mal à traduire, donc en bon français, j'ai gardé le terme anglais de randomisation, c'est l'idée de rajouter du bruit dans les données. Alors ça, c'est aussi une technique utilisée.
Dans certains domaines, on n'aime pas trop parce qu'il y a un risque pour l'intégrité. Rajouter du bruit, ça peut nuire à l'intégrité des données. Et puis la troisième grande catégorie, c'est de supprimer les données. Toutes les données qui vont être difficiles à anonymiser, on va les enlever. Et donc ça aussi, c'est problématique dans certains cas parce que c'est souvent les cas rares sont souvent les cas intéressants. Par exemple, quand on fait des études épidémiologiques, souvent c'est les cas exceptionnels qui sont très intéressants à analyser. Alors, toutes ces techniques, le problème, c'est il n'y a pas de solution unique quand on anonymise, et donc le problème, la question qu'on se pose, c'est comment on va choisir. Donc, la réponse à cette question, on y a travaillé d'un point de vue recherche, et la réponse passe par la notion de finalité. En gros, chaque fois qu'on va vouloir collecter des données, qu'on va vouloir les anonymiser, pour répondre à la question comment les anonymiser, il faut se poser la question pour quelle finalité vous voulez utiliser mes données. D'accord? Donc, la réponse à cette question, c'est que l'anonymisation, ça marche, mais que, quelque part, pour bien anonymiser, il n'y a pas de solution générique et que pour anonymiser correctement, il faut passer par la finalité. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint le besoin de consentement, qui est souvent mal pris en compte dans les standards. On dit il faut que l'utilisateur donne son consentement, ça c'est tout à fait correct. Mais dans ce qu'on a montré, c'est que on peut pas donner son consentement si quelque part on ne sait pas non plus la finalité, c'est-à-dire le pourquoi on va utiliser ces données. Alors, si on va un petit peu plus loin dans ces techniques d'anonymisation, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que aujourd'hui il y a différents types de données. Je les ai classées ici en trois grandes catégories. Les données structurées, c'est ce qu'on trouve dans les bases de données, les graphes de connaissances. Les données non structurées, tous les corpus de thèses qu'on va pouvoir trouver sur Internet. Et puis aussi tout ce qui relève de la journalisation des activités réseau, des activités système, des activités applicatives. Du point de vue, nous qui faisons de la cybersécurité, on est très intéressés par ce genre de données parce que c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire de la détection, notamment de la détection des comportements malveillants ou des comportements anormaux. D'accord ? Alors tout ça, ça relève d'algorithmes d'anonymisation différents et ça fait partie aussi des enjeux quand on traite la protection des données, de travailler sur ces différents algorithmes qui vont pouvoir nous permettre d'anonymiser les différents types de données sur Internet. Comme j'ai pas trop le temps, j'en arrive déjà à la conclusion. Donc, si je ramène la problématique à la protection de la vie privée, on voit ces techniques d'anonymisation, c'est des choses qui existent, qui marchent, qui sont malheureusement pas suffisamment de notre point de vue utilisées quand on protège les données, notamment les données sur Internet. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est une partie perdue d'avance que de vouloir effectivement protéger notre vie privée via la protection de nos données? Par rapport à cette question, et notamment par rapport à ce que j'ai proposé dans la présentation, dans l'état actuel des choses, au bout du compte, l'approche et le modèle fait que, quelque part, on accepte que nos données ne soient pas anonymisées. Le modèle actuel qui est d'accepter qu'on accède gratuitement aux services, mais en fait on paye avec nos données, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Quelque part, on accepte que ces données soient manipulées sans qu'elles soient préalablement anonymisées. Donc par rapport à ça, je pense que c'est très important que on prenne conscience de ça et que par rapport aux solutions qui existent, notamment par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, il y a des approches qui visent par exemple à proposer des solutions alternatives à Facebook où au lieu d'avoir justement cette collecte globale des données, on ramène cette problématique à des sphères locales où l'utilisateur pourrait davantage contrôler ces données, avoir un contrôle notamment en termes d'anonymisation de ces données. Je pense que c'est des choses qui existent et qui ne sont pas suffisamment développées. Et aussi par rapport à cette gestion des services, peut-être aussi accepter que non pas avoir un accès gratuit à ces services, mais peut-être notamment avec des techniques de micro-paiement qui elles aussi technologiquement existent, peut-être qu'on accepte de payer quelques sous pour mieux protéger nos données et néanmoins préserver l'utilisation des services qui sont aujourd'hui offerts sur Internet. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai essayé de tenir dans les temps. J'espère que j'ai pas trop débordé. Et donc, merci pour votre attention et je suis disposé à prendre vos questions. Merci. On est parfaitement dans les temps.
On a passé 15 minutes. Et alors, je pense qu'on va passer à l'autre présentation, mais j'invite les gens en ligne et les gens en salle à prendre note de leurs questions. Mais surtout pour les gens en ligne, vous pouvez l'écrire sur le chat tout de suite. Comme ça, je vais voir un peu si je peux poser une question à la fin de la présentation de chacun ou si on les rassemble à la fin pour tout le monde. Donc, pour le moment, il n'y a rien sur le chat. Donc, je vais de l'avant. Je vais demander aussi à mon collègue Martin s'il y a des commentaires sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez essentiellement écrire votre question dans les commentaires de la vidéo. Puis, Martin Duzois va récupérer votre question puis la transférer ici. Donc, pour l'instant, M. Coupens, merci beaucoup. On va certainement, moi, j'ai 2 questions pour vous, donc, mais je vais, à la fin, quand on a les questions pour tout le monde, je vais vous poser les miennes. Donc, pour l'instant, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et on va donc passer la parole à M. Thierry Marié, bienvenue, qui est dirigeant à Desjardins. En fait, il pourrait se présenter, puis on lui donne 15 minutes de parole. Il est en sourdine encore, mais bientôt. On ne vous entend pas encore, monsieur? Oui, je suis là. Parfait. Est-ce que là, excellent. vous m'entendez? Allez-y, allez-y. Excellent. Donc, merci à tout le monde. Merci pour l'opportunité de venir parler un peu de la protection contre la fuite de données qu'on fait chez Desjardins. Donc, on va regarder un aperçu des bonnes pratiques en entreprise. Je me présente rapidement, Thierry Marié, bienvenue. Je suis directeur en évolution des initiatives en cybersécurité, plus précisément tout ce qui est protection des données et cryptographie. Et tout récemment, là, on ajoute un nouveau domaine d'initiative qui va être la sécurité en milieu utilisateur. Donc, vraiment axé sur les données et protéger les données au sein du mouvement Desjardins. Donc, c'est quoi le modèle de cybersécurité que Desjardins a adopté? Donc, c'est un modèle de défense en profondeur. Donc, ça va être un peu plus axé sur ce qu'on fait réellement en entreprise chez Desjardins. Puis, je vais donner des exemples aussi qui se passent dans les institutions financières en général. On est quand même en contact avec plusieurs institutions financières. Donc, le modèle de défense en profondeur, ce qui est intéressant, c'est que pour protéger les données, on ajoute plusieurs couches de sécurité. Donc là, je montre une belle image, un beau diagramme qui a beaucoup de stock dedans. Je suis entièrement d'accord. C'est énormément de contenu. Bien entendu, on ne regardera pas tout ça, parce qu'on n'aura pas le temps. C'est extrêmement technique. Puis je suis loin d'être l'expert en tous ces domaines-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de voir de quoi a l'air la cybersécurité en entreprise. Donc, c'est un modèle qui est basé sur les meilleures pratiques en entreprise. Là, on pourrait parler du MITRE, on pourrait parler de plusieurs autres cadres de contrôle qui existent. C'est vraiment basé là-dessus. Donc, si on regarde rapidement, on voit au centre en bas les Mission Critical Assets, donc les joyaux de la couronne qu'on appelle souvent, donc ce qui est requis pour que la business puisse fonctionner, donc pour que l'organisation puisse fonctionner. Et tout autour, on met plusieurs couches. Donc, la première couche qui va être la sécurité des données, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui précisément. Donc, on parle d'encryption, comme M. Coppens a mentionné, de classification de la donnée, donc savoir quelle donnée est plus sensible que d'autres, parce qu'on veut pas tout protéger au même niveau. Gérer les droits d'accès aux données, etc., etc. On parle aussi d'outils de DLP, donc de Data Loss Prevention, donc prévention contre la fuite de données, ce qu'on va parler un peu plus tantôt. Après ça, on a une couche de sécurité en termes d'application qui est intéressant. Donc, encore une fois, la gestion des accès, s'assurer que les accès aux applications soient standardisés, s'assurer que le code est sécuritaire, etc., etc. Ensuite, une autre couche, on gère le endpoint, donc le point d'accès au réseau. Souvent, on parle des téléphones, on parle des ordinateurs, mais ça peut aussi parler de tout ce qui est Internet des objets, par exemple. Et une couche ensuite, le réseau en tant que tel, donc la sécurité du réseau, parce que là, on veut faire du firewall, donc des pare-feux, la sécurité mobile, s'assurer qu'on a du proxy,
etc. Finalement, le périmètre, donc vraiment là, à mettre une barrière à l'entrée au niveau du réseau. Donc là, il y a une panoplie d'outils qui existent. Là, je rentrerai pas dans tous les détails parce que là, je suis rendu un peu loin de ma spécialité. À travers tout ça, vous voyez à gauche, là, j'ai mis un petit encadré rouge. Ça apparaît pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Le DLP apparaît à peu près à tous les niveaux. Donc, autant au niveau de la sécurité de la donnée, autant au niveau de l'application, sur les postes de travail, sur le réseau et même au niveau du périmètre. Finalement, vous voyez à gauche, en bas, donc prévention en termes de gestion des politiques de sécurité. Donc, la cybersécurité, c'est pas juste des outils, c'est pas juste des façons de faire, c'est pas juste des outils, c'est pas juste de la sécurité sur les postes, sur de la technique, mais bien aussi au niveau des politiques, donc de la gouvernance, de la gestion des risques, du training, je trouve pas le mot en français, de la formation, pardon, donc la gestion de vulnérabilité, la modélisation de menaces et compagnie. Et de l'autre côté, on a vraiment des opérations de sécurité aussi qui parlent de la surveillance, la réponse, comment on veut répondre à des incidents de sécurité en utilisant des tableaux de bord pour nous donner une belle vue sur comment se porte la sécurité. Et à travers tout ça, bien entendu, vous voyez aussi plus en haut, il y a des nuages publics, donc tout ce qui est cloud, Azure, AWS, Oracle et les grands noms de ce monde. Qu'on doit faire de la sécurité à travers tout ça, parce que oui, il y a des services qui peuvent être impartis, mais il y a quand même des services qui doivent être gérés au sein de l'organisation. Et on peut aussi avoir, dans certains cas, comme chez Desjardins, des clouds privés, qui est vraiment aussi géré par l'organisation, donc qui doit être très sécuritaire aussi, pour être capable d'être bien protégé contre les menaces externes, qui est ultimement ce vers quoi on se protège. Vous voyez aussi, plusieurs d'entre vous auront peut-être remarqué, proche du network security vers le centre, on voit insider threat, donc les menaces internes. Donc, on a la menace externe, mais on a aussi les menaces internes. Donc, on doit se protéger de tout ça en ayant une sécurité, dans le fond, un modèle de défense en profondeur à plusieurs couches, comme je mentionnais. Donc, si on se concentre vraiment sur la protection contre la fuite de données, je voulais montrer quand même la vue globale, la protection de la donnée en soi, se fait à plusieurs égards. Donc, comme j'ai mentionné, puis comme M. Coppens a mentionné, au niveau de la cryptographie, de la classification, on gère l'intégrité et compagnie, ou un PKI, Public Key Infrastructure, donc l'infrastructure de clés publiques pour pouvoir échanger de la donnée, mais il y a aussi l'aspect de DLP, donc la protection contre la fuite de données. Et ça, c'est vraiment mon champ d'expertise. Quand on parle de DLP, on parle d'outils de protection contre la fuite de données. Ce que ça fait concrètement, ça empêche, ça bloque des actions, ça bloque une exfiltration potentielle, volontaire ou involontaire, de données à l'externe du réseau de l'organisation. Donc, toutes les grandes institutions ont des outils DLP. Il y en a qui sont plus utilisés, moins utilisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient avec un impact sur les utilisateurs, donc sur les humains. Donc, on les empêche de faire certaines actions. Donc, il faut qu'elle soit utilisée avec parcimonie parce qu'on veut laisser les gens travailler. Donc, quand on parle de DLP, on parle de plusieurs outils. On parle d'outils, il y a Digital Guardian qui en font, il y a Symantec, il y a Microsoft qui en ont, il y a McAfee. Tous les grands joueurs de sécurité en ont. Je ne vais pas mentionner lequel est le meilleur, lequel est le moins bon. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Le challenge avec les outils de protection contre la fuite de données, c'est d'avoir un bon niveau de réponse et ne pas empêcher les gens de travailler. Parce que la sécurité, la cybersécurité, c'est beau, c'est une affaire de technologie, mais principalement une affaire d'humain. Donc, de vraiment s'assurer que les humains puissent être capables de travailler sans que la sécurité devienne un bloquant pour le travail. Donc, si on parle de protection contre la fuite de données, donc plusieurs conditions gagnantes pour implanter un programme DLP. Là, j'ai mis une belle image de Gartner qui est quand même très intéressant. C'est pas nécessairement ce qu'on a suivi à la lettre pour Desjardins. Ça reste que ça nous aide à nous orienter vers quoi on veut aller. Donc, la première étape d'un bon programme de protection contre la fuite de données, c'est d'arriver avec une portée bien définie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des analyses de risque, des cadres de contrôle, des tests d'intrusion, des tests d'exfiltration pour donner une vue sur qu'est-ce qui se passe actuellement, pour après ça se poser les bonnes questions. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter? Jusqu'où on veut aller?
c'est quand est-ce que c'est suffisant. Donc, en termes de couverture, qu'est-ce qu'on veut couvrir comme données? Donc, je parlais justement de classification de données. Est-ce qu'on veut couvrir toutes les données qui contiennent de la donnée sensible sur les clients de l'organisation? Ou on veut la propriété intellectuelle? Qu'est-ce qui est prioritaire? On peut pas tout faire en même temps. Donc, de définir c'est quoi la couverture. Et après ça, en termes de profondeur, est-ce qu'on veut permettre les gens de copier-coller la donnée ou absolument pas? Ou faut que si elle est pour sortir de l'organisation, il faut qu'elle soit absolument chiffrée à un certain niveau, un niveau de confiance. Donc, vraiment définir une bonne portée jusqu'où on veut aller. Ensuite, faut bien entendu sensibiliser les utilisateurs à la gestion de la donnée. La donnée, c'est extrêmement important. Ça a beaucoup de valeur pour les organisations. Donc, il faut bien sensibiliser les gens qui manipulent la donnée de faire bien attention. Donc, il faut avoir un beau programme de sensibilisation et de gouvernance. Donc, quand on parle de sensibilisation, c'est vraiment des formations, s'assurer qu'il y ait du feedback idéalement en temps réel. Donc, il fait une certaine action, il y a un feedback, hey, c'est bien fait ou c'est mal fait. Puis au niveau de la gouvernance, est-ce qu'on veut avoir des seuils cibles de type de données? Par exemple, on veut protéger les adresses courriels de nos clients. On peut pas en manipuler plus que 200 à la fois, par exemple. Là, ça vient avec certaines contraintes, puis ça peut empêcher certaines personnes de travailler. Il faut être conscient de tout ça. Et les classifications, est-ce qu'on veut partager de la donnée qui est secrète? Est-ce que la donnée secrète qui est classifiée comme étant secrète peut sortir de l'organisation, oui ou non? Donc, il faut penser à ce genre de choses. La troisième étape, c'est d'arriver avec une architecture site. Donc, on parle de solutions, vraiment les solutions qu'on veut mettre en place en termes de protection contre la fuite de données, donc en termes de DLP. Comme je mentionnais, il y a une panoplie de solutions, ils ont plein d'avantages et quelques inconvénients, chacune des solutions. Ensuite, on adresse les dépendances. Souvent, un programme DLP va être dépendant des secteurs d'affaires, par exemple. La cybersécurité, on est là pour aider, pour être un levier pour l'organisation et non pas être un bloquant. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, il faut être conscient des dépendances qu'on a avec les autres départements au sein de l'organisation. Donc, et aussi les autres domaines de sécurité. Donc, je vous ai montré, c'est gros, la cybersécurité. Il faut être bien relié à tout ça, puis être bien intégré dans un programme de cybersécurité global. Et finalement, bien entendu, puis ça c'est bon pour tout ce qui est en cyber, on déploie, on opère, puis on évolue en continu. Donc, on passe, de mon côté, on est vraiment orienté projet. Dans mon équipe, les gens travaillent en projet. On livre pour les gens en opération. C'est vraiment nos clients internes. Donc, on opérationnalise. Donc, on transfère aux opérations ce qu'on a déployé. On le fait par MVP, donc le Minimal Viable Product. Donc, le produit minimalement viable pour être capable d'arriver et de réduire le risque d'exfiltration de données le plus rapidement possible. Et après ça, de tomber en mode d'amélioration continue. C'est vraiment comme ça qui permet d'aller chercher une réduction du risque d'exfiltration de données. Parce qu'on se le cachera pas, la cybersécurité, c'est vraiment l'objectif, c'est de réduire les risques d'exfiltration de données ou de compromission de données. Donc, les principales conditions gagnantes pour un programme DLP, d'un programme de protection contre la fuite de données qui est réussi, ça prend vraiment un engagement fort de l'organisation. Donc, comme je l'ai dit, ça vient avec des impacts sur les gens. Donc, ça prend un support organisationnel très fort, puis qu'une imputabilité claire. Donc, s'il y a des gens qui prennent des mauvaises actions, il faut qu'ils soient imputables de ces actions-là. Donc, il faut être capable d'amener une imputabilité sur les gens. Il faut être capable d'amener l'organisation plus loin en termes de protection des données, protection contre la fuite de données. Donc, pensons que j'ai été très rapidement. Je sais que j'avais pas beaucoup de temps. Je pense que ça fait à peu près une douzaine de minutes. Ça serait pas mal ça pour l'instant. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est parfait. Vraiment, merci beaucoup. Je ne vois pas encore des questions sur le chat, donc on va refaire la même opération. C'est-à-dire, on va rassembler les questions aussi pour vous à la fin. Et on passe, encore merci, vraiment intéressant de voir tous les enjeux qu'il y a dans l'industrie, c'est vraiment quelque chose. Alors, on passe à M. Harper, effectivement, qui a déjà partagé son écran pour sa présentation. Et je vous laisse aussi présenter M. Harper.
Bonjour. Donc, premièrement, merci pour l'invitation. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est de faire un petit survol de certaines questions de ce que j'appellerais la cyber-insécurité. C'est ça. La présentation aurait pu aussi s'appeler Le ciel est en feu et va nous tomber sur la tête. Donc, on va discuter parce que le but de ma présentation, c'est de vous montrer un petit peu lorsque toutes les mesures mises en place décrites dans la présentation d'avant ne fonctionnent pas, mais c'est quoi un peu les choses qu'on peut voir. Malheureusement, les organisations doivent gagner à tous les jours, mais les méchants, ils ont juste besoin de gagner une fois pour réussir. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler. Rapidement, là, c'est ça, je suis impliqué avec Crypto-Québec. Crypto, c'était un nom qui avait été choisi avant que Crypto soit relié aux crypto-monnaies. Donc, c'était pour cryptographie à l'époque. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2015. Principalement, on sert à faire de la vulgarisation sur des sujets de sécurité informatique, de vie privée, puis aussi là, de technologie puis de citoyenneté numérique. Donc, on a publié 2 livres. Il y a un premier livre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelait « On vous voit ». Et récemment, il y a eu cette année, on a publié un livre qui s'appelle « On vous trompe » sur la désinformation, principalement en ligne. Donc, c'est ça, moi, Sam Harper, je suis journaliste, je travaille principalement pour Pivot, que vous pouvez trouver à l'adresse pivot.québec, un média indépendant. Donc, je fais du journalisme d'enquête et j'ai quelques années fait un retour aux études en informatique, ce qui m'a amené à m'intéresser à la cybersécurité et à utiliser un peu ces genres de connaissances-là dans mon travail. Prenant la grande menace que la plupart des organisations vont nommer comme étant là, une des principales, c'est les rançongiciels. Fait que c'est quoi un rançongiciel? Principalement, c'est un logiciel qui sert à chiffrer vos données. On a parlé tantôt là, de l'avantage de la cryptographie pour la sécurité. Le problème, c'est que si vous n'avez pas la clé, ben vous n'avez pas accès à vos données. Et ça, les méchants l'ont compris. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils infiltrent les réseaux, ils installent quelque chose qui va chiffrer les systèmes au complet, et ensuite, ils vont vous demander de l'argent pour vous remettre ça. De façon très ironique, quand on va sur les sites là, de fuite de ces groupes-là, beaucoup utilisent un langage comme s'ils étaient des professionnels, comme ils disent « Nous avons effectué une étude de votre système. Si vous voulez avoir accès à notre rapport, ben, payez-nous tant de Bitcoin, etc. » Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Une chose qu'il faut comprendre, puis c'est assez impressionnant, c'est que c'est des vraies entreprises. Là. C'est des fois des très grosses business. La plupart maintenant fonctionnent ce qu'on appelle du ransomware as a service. C'est vraiment une plateforme, un petit peu comme on utilise Google Docs ou en ligne là, pour faire du traitement de texte, mais eux ont une plateforme en ligne pour faire du rançongiciel. Ils travaillent à ce moment-là avec des affiliés qui sont des travailleurs autonomes qui, de chez eux, trouvent des victimes, infiltrent leur système, puis ensuite peuvent se servir de la plateforme pour déployer le logiciel qui va servir à encrypter les serveurs. Et aussi, c'est la plateforme qui va s'occuper après ça de la négociation du prix pour la rançon, etc. Et même après ça de la publication des données des victimes. C'est une des raisons pourquoi c'est assez difficile à s'en occuper. On voit souvent des plateformes fermées, mais souvent les affiliés vont se promener à ce moment-là à une autre plateforme et l'activité, malheureusement, elle continue. On parle de plus en plus de double et même de triple extorsion. Fait que la première extorsion, c'est j'ai chiffré tes données, tu n'y as plus accès. À un moment donné, certains pirates plus entreprenants ont décidé que s'ils menaçaient de couler ces données-là, ils pourraient faire plus d'argent ou en tout cas inciter ou encourager leurs victimes à payer plus rapidement. Et ce qu'on a vu depuis peut-être 1 an ou 2, c'est en plus de ça, c'est la triple extorsion, certains commençaient à faire des attaques de déni de service sur leurs victimes en plus. Donc, tes données sont cryptées, on menace de les publier sur le net et en plus, ton site web est inaccessible pendant une durée indéterminée. J'ai vérifié, j'avais envoyé la présentation à David hier, mais j'ai dû changer les chiffres ce matin parce qu'il y en avait 12 de plus. Donc, sur un site Dark Tracer qui fait la recension là, des victimes affichées sur les sites web des pirates, eux en recensent 6 852 depuis le mois de mai 2019.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment la pointe de l'iceberg parce que les gens qui se trouvent affichés sur ces sites-là, ben, c'est ceux qui n'ont pas payé immédiatement, souvent. Et c'est pas tous les groupes de rançon logicielle non plus qui utilisent ce genre de site web là, ou qui menacent de divulguer l'identité de leurs victimes. Au Canada, j'avais recensé à peu près, c'est dans cette période-là, c'est autour de 365 à peu près. En éducation, on est à peu près à 300 victimes aussi qui sont répertoriées sur ce site-là depuis le mois de mai 2019. Un exemple dans le milieu éducatif, c'est celui de Lincoln College, qui est une université, disons, une université privée en Illinois, qui cette année a dû fermer ses portes. Sur son site, elle disait d'ailleurs qu'elle avait survécu à une crise économique majeure en 1887, qu'elle avait survécu à un feu majeur sur le campus en 1912, avait survécu à la grippe espagnole de 1918, mais malheureusement, une attaque de rançon logiciel cette année, combinée au problème là, de recrutement d'étudiants pendant la pandémie, a fait qu'ils ont dû fermer leurs portes. Même chose au Royaume-Uni, à peu près 60% de 166 collèges et universités qui avaient été recensés là, en novembre 2021 rapportaient avoir eu des incidents de diverses natures à ce moment-là. L'autre menace, on a parlé un petit peu de la fuite des données tantôt, qui est un problème là, qui peut... c'est ça, qui vient souvent avec de différentes formes. Là. Ça peut être soit des attaques de rançon logicielle, puis à ce moment-là, les données sont fuitées par ces acteurs-là. Ça peut être, comme on expliquait plus tôt, des menaces internes. Donc, un employé, soit par goût du gain ou parce qu'il est fâché, décide là, de partir avec des données. Avec ça, c'est sûr que la première chose à laquelle on pense souvent, c'est le vol d'identité. Ça, c'est une des conséquences bien connues de ça. Tout d'un coup, vous découvrez que vous avez acheté une maison en Saskatchewan. Tout d'un coup, vous découvrez que vous avez reçu la PCU alors que vous ne saviez pas que vous y aviez appliqué. Ça, c'est une chose qui peut résulter du vol des fuites de données. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle le harponnage. Vous avez tous reçu des courriels d'hameçonnage, qu'on appelle. Donc, cliquez ici pour gagner un prix, ou sinon, il y a un problème avec votre compte Facebook, cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe. Ça, c'est du hameçonnage. Donc, c'est des courriels qui sont envoyés à des milliers et des milliers de personnes sans trop cibler, en espérant attraper un poisson à l'au bout de ce processus-là. Le harponnage, c'est beaucoup plus ciblé. À ce moment-là, c'est que je vais utiliser les données qui sont disponibles soit sur le net, sur votre profil de réseaux sociaux et de plus en plus maintenant dans les données qui existent dans ces fuites-là pour créer un courriel, créer un message qui est beaucoup plus convaincant, qui est beaucoup plus ciblé là, à la personne que j'essaye d'attraper. L'autre chose, c'est que si, par exemple, dans les fuites de données, il y a votre mot de passe pour votre compte LinkedIn, par exemple, ben, je pourrais à ce moment-là vérifier est-ce que je peux utiliser ce mot de passe-là dans d'autres comptes. Est-ce que vous utilisez le même pour votre compte Facebook, pour votre compte Canva, pour votre compte Gmail, etc. L'autre chose aussi, c'est l'impact sur la vie privée. On fait plein de choses sur Internet qu'on n'a pas nécessairement envie que tout le monde sache. Un exemple qui a défrayé la manchette il n'y a pas très longtemps, justement, au tout début de Crypto-Québec, c'était la fuite de Ashley Madison. Ashley Madison, c'était un site de rencontre pour gens mariés. Donc, il se publicisait comme un site pour des gens qui voulaient commettre l'adultère. Et donc, quand il y a une fuite assez massive de leur base de données avec les courriels de leurs clients, ça a mis beaucoup de monde dans l'embarras, surtout ceux qui utilisaient des adresses courriels de leur emploi ou même du gouvernement. L'autre chose, d'ailleurs, que j'utilise parfois dans mon travail avec les fuites de données, c'est même de retrouver, par exemple, d'autres comptes que les gens vont avoir. Par exemple, si, je sais pas, il y a un courriel que je sais qu'une personne sur laquelle j'enquête utilise et qu'elle est présente dans une fuite avec un mot de passe vraiment très unique et étrange, bien, des fois, de refaire une recherche pour ce mot de passe-là, bien, on réussit à trouver d'autres comptes de réseaux sociaux, par exemple, que cette personne-là utilise. Donc, à plusieurs niveaux, au niveau de la vie privée, de l'anonymat, ces fuites-là peuvent avoir des impacts. D'ailleurs, avant-hier, j'ai fait une petite recherche pour des
combinaison de mots de passe et de courriel pour polymtl.ca. Je me suis dit que ce serait un petit exercice le fun. Puis en moins de 10 minutes, j'en avais trouvé à peu près 200. Donc, vous avez un petit exemple ici là, que j'ai quand même flouté un peu parce que sinon, ça serait pas très gentil. Puis je vois aussi que Université Laval et Université de Toronto, là, fait que sentez-vous pas trop mal à Poly Montréal. Je pense qu'on trouve des gens de toutes les institutions dans ces fuites-là. L'autre sujet ce que je voulais aborder aussi ce matin, puis je pense que c'est là-dessus, moi, en tout cas, le côté qui me passionne un petit peu plus, c'est le côté espionnage, sabotage, activisme. Donc, l'espionnage, habituellement, c'est l'œuvre d'acteurs étatiques, donc des gouvernements qui essayent de voler des secrets et des informations de leurs rivaux sur la scène internationale. Sabotage, c'est vraiment plus de la destruction à ce moment-là. Et l'activisme, c'est des pirates informatiques qui vont le faire pour une cause sociale ou politique. Quelques exemples plus récents. D'ailleurs, le activisme était très populaire depuis la fin de Anonymous, disons qu'il était très actif autour de 2012. C'était quelque chose qui était un peu passé de mode. Donc, il y avait plus beaucoup là, de groupes politiques, disons, qui faisaient des attaques, des cyberattaques. Et disons que dans la dernière année et demie, ça a repris vraiment de l'ampleur. J'ai écrit d'ailleurs dans Pivot quelques articles sur les cyberpartisans de la Biélorussie, qui est un groupe de pirates informatiques qui mène une campagne contre la dictature de Loukachenko dans ce pays-là, qui très récemment ont revendiqué des attaques contre le Roskomnadzor, qui est le service de la censure sur Internet et de la surveillance, un peu comme notre CRTC, mais avec pas mal plus de dents là, que notre CRTC. Un autre exemple de cette semaine, c'est CryWiper. Des chercheurs ont découvert un maliciel, donc un logiciel malveillant, qui effaçait les données de mairies et de palais de justice en Russie, et qui semblait vraiment cibler ce genre de victimes-là. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, début 2021, le groupe Hafnium, qui est probablement relié à la Chine, c'est en tout cas les organisations là, de détection de menaces pensent que c'est un groupe affilié à l'État chinois, a exploité une vulnérabilité dans les serveurs Microsoft Exchange, fait que c'est des serveurs qui gèrent les courriels pour les entreprises. Et ils ont trouvé une vulnérabilité vraiment atroce, là. C'était comme une grande porte ouverte pour aller voler les données dans ces serveurs-là. Et ça a été comme un espèce de gros aspirateur pendant quelques jours où les données se faisaient siphonner un petit peu partout. Et pas longtemps après ça, ça, c'est les acteurs criminels qui ont embarqué dans la game et qui se sont mis à utiliser la même vulnérabilité, mais à ce moment-là, pour installer des rançongiciels. Si on remonte encore un petit peu plus loin en arrière, on a Sandworm, qui est un groupe de hackers reliés à l'État russe, qui avait à ce moment-là déployé NotPetya. Au début, les gens pensaient que c'était un rançongiciel, jusqu'à ce qu'ils réalisent que finalement, les données étaient irrécupérables. C'était un logiciel qui se transmettait, qui se propageait et qui détruisait les serveurs, les machines. Et la première victime à ce moment-là, c'était l'Ukraine. Un autre exemple qui est vraiment fascinant, c'est le Mabna Institute, qui a été actif environ 2013 à 2017. Et ça, c'était un groupe de hackers qui était lié à l'État iranien, qui ont fait une campagne d'espionnage industriel massive là, pendant 4 ans, qui ont compromis à peu près 144 universités aux États-Unis, 176 universités au niveau international. Il aurait volé pour plus de 30 terabits de données là, en tout. Et ça, il aurait ciblé à peu près 100 000 comptes de courriels de différents professeurs et employés dans diverses universités et avait réussi à en compromettre 8 000 dans leur campagne. Donc, c'était quand même montrer qu'il y a des efforts quand même assez importants qui sont mis sur le fait de cibler des institutions qui font de la recherche parce que vos données sont utiles et ont beaucoup de valeur. Je vais terminer bientôt. Donc, très rapidement, l'ingénierie sociale, c'est tout simplement
d'utiliser plus la parole que l'ordinateur à ce moment-là pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Donc, appeler, se faire passer pour quelqu'un d'autre pour essayer d'obtenir des accès, de l'information, etc. Passe là-dessus. Donc, après avoir fait ce petit survol-là, je pense qu'il faut quand même toujours rappeler qu'il ne faut pas être fataliste, puis on peut se protéger. Il y a quand même des choses qui peuvent être faites. La présentation d'avant a montré là, un peu l'ampleur des processus puis des programmes qui sont mis en place là, pour lutter contre les cybercriminels. Puis une chose qu'on peut faire comme individu, c'est la première chose, puis je pense la plus importante, puis qu'on répète avec Crypto-Québec dans chacune de nos présentations, c'est l'utilisation de la phrase de passe. Donc, on arrête de dire mot de passe, c'est des phrases de passe parce qu'il faut que ce soit long. Et l'autre chose, c'est de ne pas les réutiliser. Donc, utiliser une phrase de passe différente pour chaque compte. Et comme c'est impossible de se rappeler de tout ça dans sa tête, l'idéal, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, donc un logiciel qui va les mémoriser puis les garder pour nous. Donc, je vais terminer là, puis s'il y a des questions, sinon on peut les garder pour la fin. Excellent, merci. Surtout merci pour les dernières diapos. Est-ce que ça a remonté les morales un peu? Ouais, c'est très intéressant tout ça. Encore une fois, je n'ai pas de questions nécessairement sur le chat ni à partir de LinkedIn pour le moment. Donc, on va les rassembler encore une fois pour la fin. Mais c'était très intéressant. D'ailleurs, nous, comme équipe, on était ciblés par un rançongiciel. C'était ça, non? Donc, on était victime. Le site web a été détruit pratiquement. Mais je suis surpris de combien il y en a d'institutions universitaires éducatives qui sont attaquées. Et là, je comprends un peu mieux pourquoi. Là. Bonjour, à tous les trois, je vous remercie de votre présentation. Je pense que j'ai le goût de devenir ermite. Mais bon, votre dernière diapo m'a peut-être réconcilié. Je me posais la question, une fois que les données personnelles sont sorties de l'entreprise, comment on doit repenser la réglementation au niveau des données personnelles et quelle est la responsabilité d'entreprise et jusqu'à combien d'années à la suite d'une fuite une entreprise peut être tenue responsable ou est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour protéger la vie privée des gens une fois que les données soient sorties? Je pense par exemple aux données bancaires de plusieurs banques qui sont sorties et pour lesquelles les gens ont dans le fond, une protection via différentes organisations telles Equifax, par exemple. Mais comment on devrait repenser la réglementation pour que les individus ne soient pas laissés à eux-mêmes une fois leurs données individuelles disparues? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on repense complètement la façon dont l'identification personnelle doit se développer? Maintenant que les données ont fuité, je ne me souviens plus de quelle proportion de la population avait eu ces données personnelles, mais c'était non négligeable. Donc je me demandais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est le temps, à vitesse grand V, de déployer des mécanismes d'identification personnelle qui ne soient pas les moyens de base qu'on a, par exemple, avec notre numéro d'assurance sociale? Là. Et puis, quelle répercussion ça peut avoir sur des entreprises à ce moment-là? Je peux tenter de répondre en partie. Je pense que on ne peut pas s'attendre à ce que les entreprises puis les institutions, les universités soient capables de défendre avec un niveau de confiance garanti contre toute attaque et toute exfiltration de données. La cybersécurité, ça fonctionne par risque. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, quand on considère cette information-là, je pense que la meilleure solution, c'est un peu comme
comme l'avait dit Mme Baudry, c'est clairement de repenser notre façon d'identifier les gens. Donc, le numéro d'assurance sociale, c'est quelque chose qui date du siècle passé. Je pense qu'on est prêt à passer à autre chose. Prêt à passer à une identité numérique, probablement. Quelque chose comme ça. Il y a des projets en cours, il y a des questionnements là-dessus. Puis je pense que c'est effectivement le bon moment de se poser. On aurait dû se poser cette question-là, là, même peut-être 15-20 ans. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je crois sincèrement qu'il faut passer à une prochaine étape. Le numéro d'assurance sociale, c'est désuet. Une fois que quelqu'un là, on peut plus le changer. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont finir par l'avoir. Ça, c'est un exemple. C'est un numéro comme une carte de crédit, ben c'est moins impactant parce que c'est facile à changer. Un numéro d'assurance sociale, ça ne l'est pas. Donc, permis de conduire, même chose, numéro de passeport, ce genre de trucs-là, c'est tous des identifiants qu'on pense que c'est difficile à obtenir en masse. Avec la technologie de nos jours et les techniques de piratage qui n'arrêtent pas d'évoluer, je crois sincèrement que c'est extrêmement difficile de pouvoir garantir que les données ne seront jamais exfiltrées. À partir de ce moment-là, je pense qu'on est prêt à passer à un autre. Il faut accepter en tant que société que ça n'arrivera pas. Il faut passer à la prochaine étape. Donc, regarder identité numérique ou autre. Et je vais laisser Sam continuer ici. Mais c'est ça. L'an dernier, le gouvernement a adopté un projet de loi qui, quand même, est un bon pas dans la direction, dans le sens qu'il rend les entreprises imputables des données qu'elles ramassent et qu'elles collectent et qu'elles gardent, et qui rajoute aussi des amendes en cas de négligence. Donc ça, c'est déjà une chose pour justement, d'un côté, rendre justement les gens imputables. Et je pense que l'autre chose qui va, c'est sûr que le degré, tu sais, le risque zéro n'existe pas. Puis je pense que ça, c'est clair. Mais il y a aussi, il faut faire attention à une certaine, je pense qu'il y a eu et il y a encore une certaine désaventure sur la collecte et la rétention de données. Et pour avoir écrit un article à un moment sur une entreprise qui s'est fait avoir, qui a eu ses données coulées, j'ai trouvé des choses quand même assez, des rapports médicaux, des numéros d'assurance sociale, plein de données vraiment très personnelles. Quand j'ai appelé un des employés qui était là-dedans, puis au début, j'ai laissé un message sur son répondeur, disait, écoutez, rappelez-moi, votre employeur a été victime d'une fuite. Ben, ça faisait 10 ans qu'il travaillait plus pour cet employeur-là. Puis quand il a appelé sur ses 3 derniers employeurs, il y en a donc deux qui ont dit, ça doit être moi. Mais n'avait jamais averti l'employé, regarde, tu sais, je me suis fait hacker, on a perdu des données. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais garder ce genre de documents non chiffrés sur l'ordinateur à Ginette pendant 10 ans, quand l'employé, c'est ça. Donc, il n'y a pas de risque zéro, mais on peut quand même essayer de limiter les dégâts. Ce que je peux peut-être rajouter par rapport à ces réglementations, effectivement, la loi 25 qui vient d'être promulguée reprend pas mal de choses qui étaient déjà présentes dans le RGPD, qui était la réglementation européenne pour tout ce qui relevait des données à caractère personnel. Donc effectivement, c'est une grosse évolution par rapport à ce qui existait avant. Avant, effectivement, quand une entreprise était attaquée et qu'il y avait une fuite de données, la réaction première, c'était de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'attaquant qui est venu me voler mes données. Aujourd'hui, effectivement, avec ce genre de réglementation, ça recentre la responsabilité sur l'entreprise. Et effectivement, l'entreprise, pour se mettre en conformité par rapport à ces réglementations, doit satisfaire un tas d'exigences que je vais pas énumérer aujourd'hui, mais qui effectivement recentre la responsabilité de l'entreprise par rapport à ces collectes de données à caractère personnel. Donc, je pense que c'est une grosse évolution par rapport à la façon, effectivement, dont les entreprises sont responsables vis-à-vis de la collecte de ces données à caractère personnel. Donc, c'est incontestablement un gros progrès. Maintenant, il faut pas se cacher, hein, la difficulté aussi, c'est maintenant de mettre en œuvre ce genre de réglementation. Une fois que la réglementation est promulguée, c'est une première étape, très, très importante.
Mais effectivement, comment maintenant, une fois que ces réglementations sont promulguées, on va vérifier qu'effectivement une entreprise est en conformité par rapport aux exigences de la réglementation. C'est un gros travail et notamment, moi j'avais une question déjà sur la loi 25 qui disait, hier la loi 25, c'était pas hier, mais à l'époque on m'a posé la question, c'était hier, elle a été promulguée, on a l'impression qu'il ne se passe rien de nouveau. Il faut justement qu'il se passe des choses nouvelles, mais ces choses nouvelles passent par effectivement comment, maintenant qu'on a promulgué la loi, on va la déployer et vérifier qu'effectivement les entreprises sont en conformité. Et ça, c'est l'étape suivante et c'est un gros travail. Super, merci. J'ai deux questions encore, au moins, parce qu'il y en a plus, mais j'ai une question qui vient de Stéphane par Zoom, une autre question de la salle. Mais je vais voir si on peut donner les 12 minutes à Madame Vermeyer avant. Est-ce que, Madame Vermeyer, est-ce qu'on vous entend maintenant? Si vous enlevez la sourdine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de moins technique. Je vais vous parler de cybersécurité et comment nous pouvons avoir une culture de la cybersécurité. Je travaille dans l'Est du Canada. Je suis gestionnaire des initiatives spéciales ainsi que le développement des services et de recherche pour le Québec. Et mon travail, c'est de travailler avec les chercheurs. Et je vais développer des services qui fonctionnent pour eux. Et dans ce cas-ci, j'ai travaillé beaucoup dans le champ de la cybersécurité, de la formation. Comment pouvons-nous prendre des étapes pour nous assurer que nos postes de travail soient plus sécuritaires? Donc, la première chose que je veux parler, c'est la culture de cybersécurité. Et celle-ci demande des sacrifices. Vous avez besoin que des leaders de votre organisation puissent en parler. Par exemple, si vous êtes dans un poste administrateur, vous voulez faire preuve de leadership parce que créer cette culture, comme je disais, demande des sacrifices. Vous devez avoir de la motivation de la part de l'organisation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît. Maintenant, je vais maintenant vous parler de différents buts dans différents contextes, mais on peut tout de même en apprendre de ces exemples. Je vais vous parler ici de la santé et de la sécurité au travail. Vous savez, la santé et la sécurité au travail est très importante et on avait auparavant beaucoup de personnes qui étaient décédées dans leur lieu de travail. Et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument changer la culture. Il fallait s'assurer que tous et chacun puissent vivre en sécurité au travail. Et on devait aussi reconnaître que des espaces de travail sont dangereux. Donc, lorsqu'on regarde ici la diapo du bas, j'ai ici une pelle mécanique. Si vous travaillez avec une pelle mécanique chaque jour, alors, lorsqu'on regarde une pelle mécanique, on se dit, oui, ça peut être dangereux. Ça peut être un lieu de travail qui peut être dangereux parce que les pelles mécaniques sont très puissantes. Mais il y a, bien entendu, une pelle mécanique peut causer des risques à votre vie, à la vie de vos collègues, bien sûr, à l'entreprise. Mais prenez un pas de recul. Qu'en est-il des ordinateurs portables? On en trouve partout. On en trouve partout dans les milieux de travail. Mais imaginez maintenant que votre ordinateur portable soit aussi dangereux que la pelle mécanique. Si tel est le cas, qu'est-ce que vous changeriez? Vous devez être capable de comprendre que votre ordinateur portable est un outil qui peut être dangereux. Bien sûr, il ne va pas vous écraser comme une pelle mécanique,
Cependant, cela ouvre la porte au risque. Cela peut être, vous pouvez vous faire voler votre compte bancaire, vos données personnelles. On peut vous pirater les données sensibles de votre organisme, votre entreprise. Et lorsqu'on a affaire à un matériel dangereux, nous prenons des mesures. Donc, que pouvons-nous faire? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Que faire? Comment? Bon, mais premièrement, il faut identifier le danger. Par exemple, ici, vous voyez sur la photo, il y a une scie mécanique et il y a le Centre canadien d'hygiène et de cybersécurité au travail. Et ici, il y a un lien et vous pouvez voir des recommandations. Inaudible pour l'interprète. La connexion coupe. Bon, si par exemple vous voulez utiliser une scie mécanique, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes fatigué. Vous devez obtenir une formation. Vous devez être conscient de votre entourage. Vous devez prendre conscience même de la météo. Donc, une scie mécanique est un outil dangereux. Bon, on peut apprendre à utiliser une scie mécanique de façon sécuritaire. Maintenant, nous devons voir, lorsque nous travaillons avec d'autres outils dangereux, que pouvons-nous faire? Par exemple, le courriel. Dans ce panel, on a vu ici qu'est-ce qui peut se passer avec l'hameçonnage. Et l'hameçonnage peut être très dangereux. Les courriels sont un lien direct entre vous et les malfaiteurs. Et on ne pense pas toujours que les courriels peuvent être très dangereux. On les ouvre, on les vérifie. On vérifie les courriels à 3 heures du matin sur notre téléphone. On ouvre les courriels à tout bout de champ. Mais ça peut être dangereux. Parfois, il peut être très dangereux de répondre à des courriels lorsqu'on ne fait pas attention. Imaginez maintenant si on devait changer la façon dont on utilise nos courriels. Imaginez si vous n'utilisez pas, vous ne ouvrez pas vos courriels tard le soir. Par exemple, si vous décidez de ne plus ouvrir vos courriels à 2 heures le matin, parce que la fatigue peut avoir un impact. Qu'en est-il de l'information? Est-ce qu'on donne des formations sur les courriels? Par exemple, inaudible pour l'interprète. Si vous utilisez, par exemple, certains outils, et vous devez faire de la formation pour montrer à vos équipes comment utiliser les courriels. Et enfin, la sensibilisation. Lorsque vous vérifiez vos courriels, est-ce que vous faites 2, 3, 4, 5 autres choses à la fois? Est-ce que vous faites du multitâche? Alors, cela peut changer aussi. Ces outils peuvent être dangereux et nous devons changer fondamentalement la façon dont on approche la gestion des courriels. Prochaine diapo. Comme j'ai dit auparavant, la sécurité, ce n'est pas gratuit. Elle doit être une priorité. Et par où doit-on commencer? On doit commencer par le leadership, en haut de l'organisation. Vous devez voir, en tant que leader de votre organisation, comment pouvez-vous gérer cela?
Et comment peut-on en apprendre plus? Vous savez, lorsque je pense à cette discipline, bon, bien sûr, il y a des pas qui sont faits dans la santé et sécurité, dans les sciences sociales. Nous pouvons apprendre de la cybersécurité. Et la cybersécurité, en fait, peut en apprendre des sciences sociales et des sciences humaines. Pourquoi? Parce que pour créer une nouvelle culture, nous devons comprendre les gens, nous devons comprendre la culture. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'étudier ces disciplines comme une science sociale, comme des humanistes. Nous devons accroître l'éducation. Inaudible pour l'interprète. Donc, je crois que nous avons besoin de collaboration interdisciplinaire. Donc, voilà, c'était ma présentation. Je vous remercie et je serai très heureuse de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Madame Vermeden. Je repasse en français. Je vais d'abord, alors, je vais arrêter ça. Je vais d'abord demander aux autres invités si vous avez encore 10 minutes. On est en retard, je sais. Et si vous n'avez pas ces 10 minutes-là, ce n'est pas grave. Vous pouvez partir. Et parce que j'avais encore au moins 2 autres questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous vois à l'écran. Pour le moment, oui. OK. Donc, je vais commencer donc par une question qui vient de Zoom, de Stéphane, qui pose la question à M. Harper ou à d'autres, à tout le monde qui se sent libre de répondre. Je vais lire. Avec un peu de paranoïa, on est arrivé même à se demander à quel gestionnaire des mots de passe pourrons-nous se fier, sans peur qu'il y ait une porte dérobée. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut se fier à ces gestionnaires des mots de passe qui ont été évoqués tout à l'heure? Bien, sûrement, il doit y avoir des risques là aussi. Ben encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Un des gestionnaires bien connus, LastPass, a annoncé la semaine dernière avoir été justement la cible d'un piratage. Donc, des données de clients auraient été volées, mais pas de données des mots de passe. Ils assurent que cette partie-là est restée sécure. Pour les plus paranoïaques ou plus... il y a aussi des versions qui ne stockent pas les mots de passe sur le cloud. Donc, toutes les données restent locales. C'est sûr que là, on échange l'utilisabilité, la facilité, parce que là, on peut pas avoir... il faut nous-mêmes transférer les mots de passe d'un appareil à l'autre. Donc, je pense que c'est tout le temps... là-bas, c'est de faire la recherche sur le logiciel qu'on veut utiliser. C'est de regarder qui est derrière ça, puis voilà. Si je peux me permettre pour compléter, moi, pour diminuer le risque, je fais confiance à la communauté. Donc, tout ce qui est open source, en général, va venir avec, je dis en général, c'est pas toujours le cas, mais peut venir avec une certaine réduction du risque. Plus qu'il y a Dieu qui regarde, moins il y a de chances qu'il y ait quelque chose qui est manqué à quelqu'un. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, moi, personnellement, j'utilise Bitwarden, qui est open source, qui peut être intéressant. Donc, est-ce que c'est garanti qu'il ne se passera jamais rien? Non. Mais, il n'y a pas de, comme Sam me dit, il n'y a pas de risque zéro. Ceci étant dit, je fais confiance à la communauté. Plus qu'à moi, puis j'ai pas l'expertise de regarder chacun de ces éléments-là. Donc, tout ce qui est open source, en général, pour moi, ça me met un niveau de confiance plus élevé. Je vais en profiter juste parce qu'on vient... Juste pour compléter ce qu'on vient de dire pour le gestionnaire de mots de passe, c'est valable pour tous les logiciels de sécurité. C'est valable pour les antivirus, c'est valable pour votre firewall, c'est valable. Donc effectivement, quelque part, tous ces logiciels-là, quand vous les installez sur votre PC, ils ont énormément de droits. Un antivirus, s'il devient malveillant, il a accès en gros à tout ce qui se passe sur votre PC et effectivement, il peut récupérer toutes les données de votre PC si effectivement l'antivirus s'avère. Alors, ce que dit Thierry est juste, c'est-à-dire quelque part,
une entreprise qui développe un antivirus, quelque part, c'est son business. Hein. Et effectivement, si les clients ne font plus confiance dans cet antivirus, ben quelque part, l'entreprise va faire faillite. Ça, c'est la réalité. Maintenant, cette réalité peut évoluer très rapidement. Le contexte international, l'évolution de la menace font que certains logiciels auxquels on pouvait faire confiance dans le passé, aujourd'hui, on ne devrait plus leur faire confiance. Je pense par exemple à des logiciels de la société, d'une certaine société russe qui est l'un des leaders mondiaux des antivirus. Je ne la citerai pas pour ne pas avoir de problème, mais effectivement, c'est une entreprise que beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui ont recommandé de ne plus utiliser ce genre de logiciel. Donc ça, c'est quand même important à signaler, c'est que oui, quelque part, ces entreprises sont supposées effectivement obtenir la confiance de leurs clients, autrement ça ne marchera plus, mais cette confiance peut être sujet à des évolutions du fait du contexte géopolitique international qui font que tout simplement, certaines entreprises peuvent subir des pressions de leur gouvernement pour les obliger à donner des données ou des choses comme ça. Donc, il faut aussi tenir compte de ça par rapport à la sécurité. Et c'est pas facile à traiter comme problème. Mais voilà, c'était juste pour, Oui, merci. souligner la pertinence de la question et la difficulté d'y répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, qui veut ajouter quelque chose pour le moment? Sinon, j'ai une question qui vient du public. Oui, tu peux passer. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, tu peux parler. Ok. En fait, moi, j'avais pas vraiment une question, mais comme une constatation, parce que vous dites tous que le risque zéro n'existe pas. Et moi, je voudrais faire un parallèle avec la vie hors Internet. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de zéro risque lorsque, par exemple, quand on marche dans la rue, on peut nous voler. Quand on est chez nous, on peut rentrer chez nous. Depuis la nuit des temps, on se fait voler. On nous pique nos informations. Et avec le temps, ce qu'on a fait, c'est, sachant qu'il n'y a pas de risque zéro, on s'est protégé, par exemple, en mettant des barricades, en sortant à des heures qui sont un peu plus, où il n'y a pas vraiment de risque. Donc, on s'est adapté. Et ma question, elle est, pourquoi on continue, même en 2022, à croire qu'à un moment donné, il y aura plus de vols sur Internet, il y aura un risque zéro, alors que peut-être il faut juste comme changer la perception des gens et que tout le monde admette qu'il n'y aura jamais de risque zéro, et de se faire voler des informations sur Internet, c'est entre guillemets normal. Et la seule possibilité, c'est de se protéger. Et par exemple, ce qu'on a fait dans l'histoire, c'est on a infligé des peines, on a créé la police, il y a une justice. Par contre, on avait comme un territoire, et donc il y avait le gouvernement qui pouvait créer des lois, qui pouvait créer une police, ou peu importe, on pouvait infliger des peines, sauf que maintenant, Internet, moi, il y a 3 semaines, je me suis fait voler les données de carte de crédit. On m'a pris $3000 de ma carte de crédit, et la personne qui m'avait piraté était en Inde. Donc, imaginons que même si on crée une police d'Internet, la police d'Internet n'est pas possible. Laisse ton doigt. Lève ton doigt. Est-ce que vous m'entendez ou je parle dans le... Je pense que... On t'entend, on a entendu. Parfait, ok, c'est bon. Parfait. Moi, j'ai pas bien entendu, donc Tu peux laisser les doigts, je pense. C'est ça. Parle, sans toucher. Ok, là, est-ce que vous m'entendez pour me... Oui, là, c'est bon. Oui, je disais simplement que l'une des façons de s'en sortir, c'est de se protéger plus. Mais le problème que je vois, c'est que on pouvait créer une police quand on a un gouvernement, mais maintenant, comme l'Internet, c'est mondial, comment on peut créer des lois ou infliger des peines lorsqu'on n'a pas le contrôle Internet, on peut se faire voler par n'importe qui dans n'importe quel pays. Et tant qu'on a ce problème-là, tant qu'Internet n'a pas de frontières, j'ai du mal à voir comment on pourra contrôler ou
disons, infliger des peines ou faire peur aux méchants, entre guillemets, comme vous l'avez dit. Donc, c'était ça ma question. Est-ce qu'il ne fallait pas juste changer la perception des gens et de être clair envers la population et dire, bah, allez sur Internet, c'est comme sortir dans un quartier la nuit, vous pouvez toujours vous faire voler. Et c'est comme ça, et c'est ni la faute de l'entreprise, ni la faute du gouvernement, c'est juste la vie. Et il faut mieux il faut avoir plus d'armes pour infliger des peines que plutôt de protéger, de faire croire aux gens que un jour leurs données seront à eux seulement. Parce que dans tous les cas, c'est soit au gouvernement, soit une entreprise, soit au quelqu'un qui est dans une autre partie du monde qui joue avec nos données. Donc c'est juste ma remarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Donc, est-ce qu'il y a le risque zéro va jamais arriver? C'est pas parce que le risque zéro arrivera jamais qu'il faut prendre des mesures pour se protéger. Le risque zéro arrive pas que y a quelqu'un qui rentre chez moi maintenant là, qui défonce la porte et qui rentre. Les fenêtres, c'est facile à casser. Ça veut pas dire que je mets pas de fenêtre ou que je mets pas de porte pour empêcher les gens. Je mets une serrure. La serrure, elle n'empêche pas les gens. Les mesures de sécurité dans les avions, ça n'empêche pas les gens d'apporter des objets qui pourraient être dangereux. Tout ça, c'est pour un sentiment de sécurité. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas de risque zéro, qu'on ne doit pas prendre des mesures de protection. Je vais dans la rue, je me promène pas avec plein d'argent sur moi pour que le monde le vole. Si j'ai de l'argent, je vais essayer de le cacher pour au moins me protéger à certains égards. Donc oui, le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. Il faut l'accepter. Je pense que je suis entièrement d'accord avec la remarque. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des mesures, puis il faut pas que les gens prennent des mesures. Puis c'est relativement nouveau dans l'histoire, la technologie, puis l'Internet, puis toutes les mesures de prévention puis de protection qu'on doit prendre. Donc, basé là-dessus, faut éduquer les gens à justement gérer le risque que ça représente. Donc, faut gérer le risque que ça représente. Actuellement, on le fait pour les maisons, on le fait pour des systèmes d'alarme, on le fait pour les voitures. On met les ceintures de sécurité, ça veut pas dire que ça va protéger, ça va sauver ta vie, mais ça augmente, ça diminue le risque que qu'il arrive un incident. Donc, c'est toujours ça. Donc, faut gérer les risques, puis en gérant le risque, en ayant justement des mots de passe différents pour chacun de nos comptes, en s'assurant que les données par les entreprises soient utilisées à bon escient au maximum, en réduisant notre exposition, etc., en mettant pas toute notre vie sur les réseaux sociaux. Surtout pas le nom de votre grand-mère, parce que c'est souvent justement quelque chose qui est utilisé pour valider l'identité des gens. Donc, c'est le genre d'éléments comme ça qui peut réduire le risque. Est-ce que le risque zéro existe? Absolument pas. Ça va jamais exister, en effet. Mais il faut justement gérer ce risque-là en prenant des actions pour diminuer les risques de se faire voler, comme on en prend dans la vie. Monsieur Harper, puis je vais revenir sur la salle. Oui. Juste, c'est ça, je pense que j'espère que c'est pas le message qu'on a transmis, mais quand on parle qu'il n'y a pas de risque zéro, il faut pas non plus être fataliste puis baisser les bras et dire, bon, laissons partir nos données, on peut rien faire. C'est ça, je pense, le danger parce que j'espère que c'est pas le message qu'on envoie parce que c'est pas ça. Puis sur beaucoup de points, la sécurité s'est énormément améliorée. Je vous parlerai aux hackers là, qui étaient actifs là, au début d'Internet dans les années 90. Ils s'amusaient beaucoup. Là. Je veux dire, tu étais assis dans un café au début de Facebook, puis tu faisais juste ramasser les informations de connexion qui circulaient sans être chiffrées dans l'espace, puis tu fais te collecter sur n'importe quel compte Facebook de n'importe qui est assis dans le café avec toi. Ça, tu peux plus faire ça aujourd'hui parce qu'on a trouvé des façons de colmater cette brèche-là. Fait que, oui, il y a des attaques parce qu'il y a des gens très brillants de l'autre côté aussi qui est très déterminés avec des moyens, mais il y a quand même des choses qui s'améliorent, puis oui, c'est ça. Madame Vermeiden? I just want to comment in terms Je voulais commenter quant à la question. Comment pouvons-nous informer les gens que c'est dangereux? Pouvons-nous le faire? La réponse est oui, même si on diminue les risques. Les gens doivent comprendre que le risque doit être géré. Je ne crois pas que les gens croient que aller en ligne soit dangereux. Il est difficile
pour que les gens se rendent compte que c'est le cas. Par exemple, lorsqu'on est en voiture, on doit avoir une ceinture de sécurité. Et donc, la première étape est de dire oui, l'Internet est dangereux. On peut vous pirater chaque fois que vous allez en ligne. Soyez au courant. Donc, comment pouvez-vous vous assurer que ce soit moins probable? Il y a des mesures que l'on peut prendre. Oui, ça peut être dangereux. Tout à fait. Très dangereux, en fait. Voilà la façon dont vous pouvez vous assurer. Oui. Le risque zéro n'existe pas. D'abord parce que, de toutes les manières, il y a des humains dans la boucle et quelque part, on sait que les facteurs humains vont faire en sorte que, quelque part, il y aura toujours la possibilité d'une faute humaine qui fait que mais ça, c'est pas spécifique à la cybersécurité. Tous les domaines que on a parlé quand on prend sa voiture, le risque zéro n'existe pas non plus et ça nous empêche pas de rouler et de faire des kilomètres. Ce que je voudrais quand même dire par rapport à ça, c'est que on parle beaucoup de cybersécurité en termes de protection, en termes de détection, mais il y a quand même un nouveau concept qui émerge, qui est la cyber-résilience, c'est-à-dire la cyber-résilience, en gros, ça peut se résumer de la façon suivante. La question qu'il faut se poser, c'est pas si une cyberattaque va se produire, c'est quand est-ce qu'elle va se produire. Je pense que c'est ça qu'il faut important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, on a parlé des rançongiciels, est potentiellement vulnérable à une attaque par rançongiciel. Donc, la question, c'est bien ça, c'est pas est-ce que un jour je vais me faire attaquer par un rançongiciel, c'est qu'est-ce qui se passe si effectivement je me fais attaquer par un rançongiciel. Et c'est toute la question de la cyber-résilience, c'est-à-dire est-ce que je suis préparé à une attaque de type rançongiciel? Et malheureusement, la réponse, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui ne sont pas préparées à ça. Une fois que leurs données sont chiffrées, qu'elles n'y ont plus accès, en gros, il y a deux possibilités, soit on fait faillite, soit on paye la rançon. D'accord? Ça, c'est contraire au principe de la cyber-résilience. La cyber-résilience doit justement prévoir, je suis attaqué, j'ai un rançongiciel, qu'est-ce que j'ai prévu dans cette situation-là? Est-ce que j'ai mes bonnes sauvegardes? Est-ce que je suis capable de restaurer mon système suffisamment vite? Est-ce qu'effectivement, une fois que j'ai restauré mon système, eh bien, je suis en mesure de continuer de fonctionner normalement? Toutes ces questions-là qui sont au centre de la cyber-résilience, c'est essentiel de repenser toute la cybersécurité dans ce sens-là. J'ai pris l'exemple de rançongiciel. On peut généraliser à la plupart des cyberattaques et repenser la cybersécurité comme ça me paraît essentiel. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir mieux gérer le risque et non pas raisonner uniquement en termes de protection et de détection comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que le domaine est assez vaste. Et je te redonne la parole. Pèse sur l'autre bouton. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux l'autre. Regarde. L'autre parce qu'il va activer la partie droite, la partie gauche de ton micro. Est-ce que vous m'entendez là? Ils ne m'entendent pas. Moi, j'entends, c'est bon. Parfait, vas-y. Ok. En fait, je pense que je me suis mal exprimé, mais ma question, elle était plus comment empêcher ceux qui volent l'information sur Internet, comment les empêcher, les inciter à ne plus faire ça. C'est ça que je dis que dans la vraie vie, on a créé la police, ça fait peur, mais dans le monde d'Internet, nous, on se protège, mais ces gens-là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'impunité exactement, il n'y a pas d'impunité, et même il n'y a pas d'impunité, et ça se comprend pourquoi, parce que Internet dépasse les frontières, et donc on peut, sauf s'il y a une police mondiale d'Internet, si par exemple au Canada on a des lois qui protègent ou qui punissent ceux qui hackent, oui, mais on se fait hacker par des gens qui sont en dehors du Canada aussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ma question, c'est vraiment, c'est pas question du risque zéro. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais comment peut-on créer des sanctions qui vont faire peur à ces gens pour hacker comme on fait dans la vraie vie, on crée des sanctions et donc ça fait peur et donc on réduit par exemple la criminalité.
Mais la fonction avec Internet, c'est dur, vu qu'il n'y a plus de frontières. Donc, c'est ça ma question. Réponse? Je me pose la question, est-ce que la police empêche vraiment les crimes? Le fait qu'il y ait de la police, est-ce que ça empêche réellement certains égards? Oui, là. Je peux pas partir un débat sur l'utilité de la police, c'est vraiment pas l'objectif, mais est-ce que le fait qu'il y ait une police, ça empêche réellement de faire des crimes? La réponse est non, parce qu'il y a encore des crimes qui se font encore aujourd'hui. Donc, la difficulté avec Internet, tu l'as mentionné, c'est le fait qu'il n'y a pas de frontières. Puis, il y a des façons de se cacher aussi qui existent, qui font en sorte que ça rend extrêmement difficile l'identification des gens. Il y a des techniques pour se cacher, pour pas qu'on sache c'est qui. Ou pire, comme je pense que Samuel avait fait allusion à ça aussi, des groupes des groupes de hackers qui sont soutenus par des États. Donc, ça devient difficile de faire une police quand il y a des États qui supportent ces crimes-là. Donc, ça vient avec son challenge à ce niveau-là. La seule chose que je pourrais dire, il n'y a pas de solution miracle. C'est sûr, l'idéal, ça serait d'avoir un Interpol, quelque chose comme ça. Mais ça devient difficile à ce niveau-là. Il faudrait qu'il y ait une entente mondiale. On est loin de ça. Et merci pour ce retour. En fait, par rapport à ça, juste un commentaire, parce que je suis pas du tout d'accord avec le fait que le cybercrime serait plus international que d'autres crimes. Je vais prendre par exemple le cas du trafic de drogue, c'est un problème international. D'accord? Quand il y a un pays qui exporte de la drogue vers un autre pays et qu'au bout du compte, on veut effectivement incriminer quelqu'un qui est étranger, dans la pratique, c'est des choses qui existent. Hein. Il y a des cartels internationaux de la drogue qui ont été démantelés, même si au bout du compte, le pays n'avait pas forcément de relations internationales avec les pays occidentaux. Cet exemple, je peux le reprendre et le retraduire exactement de la même façon pour la cybercriminalité. Aujourd'hui, j'ai des exemples très concrets où des cartels de cybercriminels ont été démantelés, même si au bout du compte, ils étaient dans des pays qui paraissaient directement difficilement accessibles. Donc, je pense que au niveau, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas forcément voir le problème de la cybercriminalité comme une problématique très différente de la problématique plus générale de la criminalité dans le monde. D'accord ? Les techniques, au bout du compte, pour démanteler un cartel de cybercriminels vont se rapprocher des techniques pour démanteler n'importe quel cartel. On va faire de l'infiltration, on va essayer de remonter à la source, on va essayer de ne pas s'attaquer uniquement aux maillons et aux feuilles terminales, mais on va essayer de remonter à la tête du cartel. Donc, en termes de techniques, c'est des techniques qui sont très similaires à ce qui sont utilisées par ailleurs pour lutter contre le crime. D'accord. Donc, naturellement, ce qui a été dit est juste. Hein. Remonter à la source, ça peut être beaucoup plus compliqué dans le cas d'un cybercrime. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas quand même. D'accord. Et le fait que le cybercrime soit mondial, c'est aussi une réalité, mais c'est pas non plus une raison suffisante pour dire on ne peut rien faire en termes de cybercriminalité. Donc, voilà, c'était... Merci. Est-ce que Mme Wehrmeyer, ça va être le mot de la fin parce que le sujet est très, très, très large. Je me rends compte. Moi, j'avais 4 questions qui n'ont pas été touchées du tout. Donc, moi, pour l'instant, je commence à vous remercier. Je donne les mots à Mme Lydia. Yes, thank you. I just wanted to comment on, Je voulais juste faire un commentaire sur cette dernière intervention et j'ai en accord avec cela spécifiquement parce que j'ai dû prendre place pour composer avec le crime sur lorsque c'est des eaux internationales, c'est développé, mais c'est encore beaucoup de travail à faire. Alors, je crois que ce serait intéressant de voir s'il y a une leçon à prendre et comment
de penser à l'Internet, on peut y réfléchir un peu comme des eaux internationales ou la haute mer. C'est tout pour moi. Donc, merci, vraiment, merci tout le monde. On a beaucoup dépassé le temps. Merci pour votre générosité et votre temps. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir pour un autre événement sur Montréal ou sur le net avec un peu de cybersécurité. Donc, pour le moment, je vous remercie. Je vous invite aussi à rester pour la table ronde sur l'éthique des données. On peut toucher, je pense, des sujets qui sont un peu similaires à la cybersécurité. Donc, si vous avez le temps de rester encore avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, pour le moment, je remercie à vous quatre pour votre temps et votre générosité. Et c'était vraiment très intéressant. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.